Salut les devs, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série portant sur la maîtrise des Prisma. Dans la précédente vidéo, on a vu comment utiliser Prisma pour persister et lire les données de notre BD. Donc, pour cela, on a mis en place du CRUD, des routes pour un CRUD basique sur toutes nos ressources. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et voir comment utiliser Prisma pour, premièrement, jouer avec nos ressources et celles auxquelles elles sont liées. Donc, par exemple, on verra comment ajouter les infos sur les auteurs des posts quand on va récupérer la liste de tous ces derniers, ou encore comment récupérer les commentaires d'un post en particulier en les classant du plus récent au plus ancien. Et deuxièmement, on verra comment utiliser Prisma pour gérer la pagination. Donc, c'est-à-dire comment envoyer nos ressources, nos données par bloc. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai comment utiliser Prisma pour gagner du temps, améliorer les performances de votre API et éviter en certains cas de faire des requêtes inutiles. Donc, si cela vous intéresse, alors on est parti pour la vidéo. Donc, on va commencer par voir comment manipuler nos ressources et leurs relations. La première fonction qu'on va voir s'appelle include. Dans cette fonction, on permet de charger les relations d'un modèle. Donc, pour chaque relation qui sera chargée avec cette fonction, on va envoyer comme ça toutes les propriétés de la table en question. Donc, par exemple, si on considère la création de nos postes. Donc, lorsqu'on crée nos postes, on nous renvoie uniquement les informations à la fin du poste qui a été créé. Si en plus de cela, on veut renvoyer les informations liées à l'auteur du poste, donc cela se passerait comment? Bon, déjà, voici à quoi ça ressemble lorsqu'on crée le poste. Présentement, avec la structure actuelle de notre API, on envoie uniquement les informations du poste qui vient d'être créé. Et aussi, en plus de ça, on veut les informations, on veut propager les informations du user. Comme je l'ai dit, on va utiliser include. Et là, dans un objet, on va préciser toutes les relations de notre table. Donc ici, actuellement, toutes les relations de la table poste qu'on veut inclure dans la réponse. Donc, on va par exemple dire auteur. Donc, il a noté que c'est lié à notre schéma. Précisément. Donc, lorsqu'on crée notre table poste, on a lié les users via la propriété auteur. Donc ici, on précise auteur et on met true. Donc là, Prisma va propager toutes les informations de cette table-ci, la table user, dans la réponse. Donc si je reviens à mon client API et que je crée un nouveau poste, donc là, c'est une erreur liée à Neon, ma base de données. OK. Donc là, vous voyez, j'ai en plus des informations liées au poste qui vient d'être créé, celles liées à l'auteur qui a été attaché au poste. Donc, c'est un peu à ça que c'est include. Donc, chacune des relations qu'on veut propager dans notre réponse, on le précise comme ça avec include et on met un trou en fait. Donc, idem, étant donné que ma table post est liée au tag, si je veux aussi propager des relations liées au tag, je fais tout simplement ça. OK. Et je lance ma requête. Bon, là aussi, j'ai les tags. Ici, j'ai un tableau vide parce qu'il n'y a aucun tag. Donc, c'est un peu à ça que c'est include. La deuxième fonction qu'on va voir, elle s'appelle select. Donc, elle, contrairement à include, elle permet de choisir précisément quel champ d'un modèle on veut récupérer. Donc, par exemple, si au niveau de notre méthode pour lister tous les postes, si on veut juste renvoyer le titre et le contenu des postes, on peut faire comme ceci. Donc, dans le file mini, on va utiliser select et on définit comme ça les propriétés qu'on veut envoyer. Donc là, on a dit le titre, on met à true et le contenu, on met à true. Donc là, il y a une erreur par rapport parce que le type a changé. Là, on n'envoie pas tout la structure des postes, on envoie juste une structure particulière, une structure définie. Donc on va enlever ici le type de retour. OK. Donc si on se rend sur notre client API, déjà on va voir à quoi ça ressemblait avant. Donc, dans notre get all, avant, on avait la liste des posts avec toutes les informations pour chaque enregistrement, pour chaque post. Donc là, maintenant, si on refait de nouveau la requête, OK. Là, vous voyez, on a la liste des posts, mais pour chaque post, on a uniquement le titre et le contenu comme spécifié ici avec select.
Donc, select ici, lui, il s'applique uniquement au niveau des propriétés de chaque table, dans la mesure où il permet de spécifier celle on veut récupérer. Alors que le include, lui, s'applique aux relations. Il permet de propager comme ça les différentes relations dans la réponse. Donc, un autre exemple, ce serait de se servir de ces deux fonctions pour enrichir les informations qui sont renvoyées lorsqu'on récupère les détails d'un poste en particulier. Donc, ici, on pourrait inclure en plus des informations liées au poste, par exemple les informations liées à l'auteur, et sélectionner comme ça les champs qu'on veut afficher. Donc, ça, c'est, on pourrait dire le nom, email, l'URL de la photo de profil et la biographie. Donc, en plus de ça, en plus de l'auteur, on pourrait récupérer la liste des tags. Ici, on va tout simplement prendre tous les tags sans sélectionner des champs en particulier. Après, on va aussi récupérer les commentaires. Et dans les commentaires, on va encore aller plus loin. On va dire qu'on veut l'auteur de chaque commentaire. Donc, vous voyez comme ça qu'on peut imbriquer les include. Et pour chaque auteur de chaque commentaire, on va sélectionner aussi les informations à récupérer. Bon, on va prendre les mêmes informations qu'ici. Et on peut faire quelque chose d'assez superbe. C'est dire qu'on veut uniquement les trois premiers commentaires, par exemple. Et là, on va utiliser la propriété tick. Et on prend les trois premiers commentaires. Donc, vous voyez que là, avec include et select, on peut aller comme ça en profondeur et personnaliser la réponse. Donc, c'est un peu ça. Si je viens ici au niveau de mon client API, que je veux récupérer un poste, voilà, c'est l'ID 7. Je fais le get post by ID, passe 7. Ok, vous voyez là, j'ai l'auteur. Moi, ici, j'ai pas de commentaire parce que si j'ai un commentaire ici, que j'ai un commentaire sur le poste 1. Donc, je vais essayer de récupérer le poste 1, voir qu'on puisse voir pleinement ce qu'on vient de faire. Ok. Donc, vous voyez là, j'ai récupéré le poste 1, j'ai le commentaire. Donc, pour la table commentaire, puisqu'on n'a pas précisé avec le select au niveau du commentaire, on a juste personnalisé les informations de l'auteur. Donc voilà ce qu'on a ici. On a toutes les informations liées au commentaire, en plus l'auteur du commentaire. Et pour l'auteur du commentaire, on a juste quelques informations. Un autre point important à noter, c'est que Select et Include sont mutuellement exclusifs au même niveau. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les placer au même niveau. Donc, par exemple, ici là, vous avez envie, en plus d'inclure l'auteur de chaque commentaire, sélectionnez les champs que vous voulez renvoyer pour les différents commentaires. Donc, par exemple, vous voulez à ce niveau-ci renvoyer juste le contenu du commentaire et non l'ID, l'ID du post et l'ID de l'auteur et toutes ces informations. Si vous voulez juste sélectionner le content, d'ailleurs, il pourrait vous prendre l'envie de faire ceci, faire un select content. Donc là, ça pourrait sembler être correct, mais c'est pas bon. Vous aurez une erreur. Donc si par exemple là, je fais un console log de l'erreur et que je lance ma requête, donc là, j'affiche un peu ma console. Vous voyez là, il me souligne ici en fait. Donc, l'include et le select ne peuvent pas être placés au même niveau. Donc, c'est un peu l'avertissement que je voulais faire par rapport à l'utilisation d'include et select. Donc, les deux sont mutuellement exclusifs au même niveau. Donc, on va passer à la prochaine fonction. La prochaine fonction qu'on va étudier, c'est la fonction underscore count. Donc, elle est utilisée pour le comptage des relations. Donc, elle permet de retourner le nombre d'éléments dans une relation sans toutefois charger les données de cette relation-là, de cette table-là. Donc, par exemple, là, si on veut à ce niveau-ci envoyer le nombre de commentaires pour chaque post, on peut utiliser cette fonction. Donc, pour ce faire, on va d'abord faire include, puisque il s'agit d'une relation quelque part qu'on veut charger. Donc, comme on a dit, include et le select sont mutuellement exclusifs au même niveau. Donc, on va effacer select ici. Et ici, on va utiliser la fonction de select count. Et à l'intérieur, on va aussi utiliser le select. Donc là, c'est pour sélectionner les tables qu'on veut compter. Donc, on a dit on veut les commentaires. On passe à true. Donc, OK. Là, c'est ce qu'il faut faire. On va tester avec notre client API au niveau de notre route ici. OK. Donc là, pour chaque poste, on a les informations liées au poste. Et après, on a cette
objet-ci, cette propriété-ci qui renvoie un objet avec tous nos différentes relations et le nombre d'éléments pour chacune d'elles. Donc, par exemple, aussi, si on veut compter, je sais pas, les tags, on peut faire la même chose. OK. Aussi, pour un utilisateur, on pourrait aussi prendre l'exemple, ou pour un utilisateur, on veut, ici, là, lorsqu'on get utilisateur, ou bien lorsqu'on get tous les utilisateurs, avoir le nombre de commentaires, ou bien le nombre de posts qu'il a écrit. Donc, là, par exemple, le find one, on peut faire ici, include, on fait underscore count, select, et on met les posts, passe à true, et les commentaires. OK. Donc, lorsqu'on va get un user, je vais prendre ici la route user. On prend l'utilisateur 1. Voilà, là, on a le nombre de posts et le nombre de commentaires qu'il a écrit. Donc, c'est un peu à ça que c'est la fonction underscore count. OK, maintenant, on va voir comment récupérer des ressources en passant par leurs relations et aussi comment les avoir dans un ordre en particulier. Donc, pour le faire, on a deux options. Soit on utilise le filtre avec le where, soit on utilise une méthode Prisma appelée le Fluent API. Donc, l'API Fluent en français. Donc, cette méthode permet de naviguer à travers les relations via des appels de fonctions enchaînés. Donc, on va faire comme ça. On va accéder et à se placer sur un de nos modèles et à la suite d'une requête, on va comme ça enchaîner les appels sur les relations du modèle sur lequel on s'est placé. Donc là, on pourra enchaîner comme ça plusieurs appels en fonction de la structure de notre modèle. Et c'est la dernière relation qui est appelée dans notre chaîne de fonctions qui va déterminer le type de retour. Donc, pour vous donner un exemple pratique, on va supposer comme ça qu'on veut dans, dans notre module de commentaires une route qui permet de récupérer les commentaires liés à un post. Donc, c'est à quoi la route pourrait ressembler. Donc là, on va créer la méthode find by post sur notre service de commentaires. On va se placer là. Donc, on a dit, pour utiliser la méthode fluide, on se place d'abord, pour utiliser l'API fluide Prisma, on se place d'abord sur un de nos modèles. Et ici, on va se placer sur les posts et récupérer déjà un post en particulier. Donc, c'est une condition nécessaire. Il faut que déjà, à base de notre chaîne de fonctions, de notre enchaînement de fonctions, soit un résultat unique. Donc, ici, on va d'abord récupérer le poste. Et maintenant, on va, sur le poste qu'on a récupéré, on va essayer de récupérer les relations liées à ce poste-là. Donc, ici, on veut, en l'occurrence, c'est les commentaires. Donc, ça, c'est la méthode avec l'API Fusion. Je vais enregistrer tout ça et vous voir à quoi ça ressemble dans notre client API. Donc, c'est la route. Ici, on veut récupérer les commentaires du post ayant l'ID 1. Donc, voilà. Donc, ici, il y a ici un seul commentaire. OK. On peut aussi utiliser les fonctions include, select et autres pour personnaliser le résultat de notre réponse ici avec la méthode d'API fluide de Prisma. Donc, pour ce faire, imaginons que en plus des commentaires, on veut inclure l'auteur de chaque commentaire. Donc là, avec include, on passe à l'auteur et soit je mets un trou ici et il m'envoie tous les champs, toutes les propriétés liées à l'auteur. Soit je peux aussi utiliser encore le select pour sélectionner uniquement les propriétés qui m'intéressent. Là, je peux dire je veux juste l'ID et le nom de chaque auteur. OK. Donc là, si je viens ici, OK. Bon, là, j'ai créé un deuxième commentaire. Voici mes deux commentaires. En plus des commentaires, j'ai l'auteur qui a envoyé.
Ok, maintenant, dès que vous voyez là, j'ai un commentaire qui a été créé plus récemment, le 29, et si c'était créé le 23. Vous voyez que les commentaires sont envoyés dans un ordre particulier, donc du plus ancien au plus récent. Donc, si on veut changer l'ordre comme ça et ordonner dans le sens inverse, donc on va utiliser une propriété Next.js, une fonction qui s'appelle order by. Donc, tout comme include et select, elle permet de modifier le résultat de la réponse. Donc, ce place là, on met order. Si on spécifie la propriété sur laquelle on veut ordonner. Donc, ici, ça, en l'occurrence, ça le create at. Et là, on a deux choix. Soit c'est ascendant, soit c'est descendant. Par défaut, c'est ascendant. Donc, du plus ancien au plus récent. Et descendant, c'est du plus récent au plus ancien. Ok, une fois ceci fait, on va retester. Et vous voyez là, j'ai le commentaire le plus récent en premier. Ok. Maintenant, on va voir un deuxième exemple. Ok, maintenant, on va faire un autre exemple, mais cette fois-ci en utilisant la deuxième méthode. Donc, supposons qu'on veut récupérer la liste des postes, mais cette fois-ci, le poste est lié à un auteur en particulier. Donc, pour ce faire, on va utiliser la deuxième méthode qui consiste à utiliser le find mini plus un filtre grâce au where. Donc, on pourrait s'y prendre cette façon pour mettre cela en place. Donc, je vais mettre directement dans le service. Je vais créer ma méthode. Donc, elle s'appellerait, je vais peut-être mettre find by author. Et elle prendra en paramètre l'ID de l'utilisateur dont on voudrait récupérer la liste des postes. Bon, ici, je vais directement obtenir le résultat. Je ne vais pas faire de try cache. Ici, contrairement avec l'API fluide qu'on a vu tout à l'heure, on se place directement sur la table qui nous intéresse, c'est-à-dire les postes. Et on fait un find mini pour avoir plusieurs postes. Et maintenant, la subtilité sera au niveau du filtre. Donc ici, on va filtrer par rapport à l'ID de l'auteur, puisqu'on a un champ qui renseigne cette information-ci. Et ouais, on passe l'ID de l'auteur qui nous a été donné en paramètre. Bon, ici, bien évidemment, on peut utiliser les propriétés telles que include, select et les autres pour pouvoir filtrer, pour pouvoir personnaliser la réponse. Donc ici, on pourrait dire, on veut les informations, bon, on veut les informations liées à l'auteur si on veut. On mettrait un select là et on dirait, on veut juste le nom. Ici, on veut aussi, par exemple, la liste des tags pour le poste. Ici, on va tout prendre. Et ici, on peut aussi utiliser le count pour compter, par exemple, le nombre de commentaires sur le post. Donc, là, on va maintenant créer la route associée. La route qui va exploiter cette fonction ici, cette méthode ici, dans notre contrôleur. Donc, voici à quoi ressemblerait la route. OK. Donc là, on va tester tout ça dans notre client API. Donc, si j'envoie la requête, OK. Donc là, c'est ma réponse. Donc là, on a tous les postes pour cette. On a tous les postes pour cet auteur ici. L'auteur avec l'ID 1. Donc, vous voyez là, on a la liste des postes. On a augmenté. On a enrichi un peu la réponse en insérant les réponses, en insérant les informations liées à l'auteur, le tag et le nombre de commentaires. Donc là, c'est un peu les deux manières de pouvoir récupérer des ressources en passant par les relations. Donc, on a vu la Fluent API, l'API fluide et celle combinant le find mini et le filtrage. Donc, la différence est que cette méthode-ci, à la fin, va générer une requête derrière en utilisant les jointures. Par contre, cette méthode-ci, elle va générer deux requêtes. Donc, une première requête d'abord pour récupérer le post en question et une deuxième requête pour récupérer des commentaires. Donc, c'est la principale différence entre ces deux. Mais chacune a ses avantages, bien sûr. C'est pas parce que celle-ci génère deux requêtes qu'elle est forcément moins utilisée. Donc, juste pour vous donner un exemple, cette méthode-ci est utilisée
Elle est beaucoup utilisée au niveau des API Graph. Mais par contre, celle-ci, elle est beaucoup plus utilisée en raison des performances. Donc, c'est juste une question de concession par rapport à ce que vous voulez pour votre API, par rapport à ce que vous voulez pour, en tant que performance pour votre application. Donc, maintenant qu'on sait lire les données d'une table et de toutes les autres tables auxquelles elle lit et ce d'un coup, on va faire de même avec l'écriture. On va voir comment écrire aussi dans une table et dans toutes les autres tables auxquelles elle est liée. Donc, pour cela, il a noté qu'il existe plusieurs opérations, notamment la création. On peut créer une ressource et toutes les autres ressources auxquelles elle est liée. On peut comme ça mettre à jour, on peut supprimer, on peut comme ça connecter, déconnecter. Donc, on va commencer avec la création et pour cela, on va prendre l'exemple des posts et des tags. Donc, comment créer un post et des tags auxquels ce post sera lié. Donc, pour ce faire, on va se rendre dans notre service de post au niveau de la fonction create. Dans ce niveau-ci, on va déjà modifier nos data. On va passer bien évidemment ce qui est fourni par la requête, le DTO qui a été fourni dans la requête pour créer le post. En plus de cela, on va préciser les tags qu'on veut créer en même temps que lorsqu'on crée notre post. Donc ici, pour le faire, on a accès à la propriété create. On a deux propriétés. Il y a le create et il y a le create menu. Je vais vous expliquer la subtilité entre les deux plus tard. Dans le create ici, on peut passer directement un objet avec les propriétés nécessaires pour créer notre ressource. Donc ici, en l'occurrence, on a juste besoin du nom pour créer un tag. Donc là, je peux créer un tag avec le nom def. Et ce tag sera créé en même temps que lorsqu'on va créer notre post et les deux seront automatiquement liés. Donc, c'est ça la puissance de cette syntaxe-ci. Donc, on crée un post en même temps qu'on crée le tag associé. Si on veut créer plusieurs tags aussi d'un coup, ici, au lieu de passer un objet, on peut passer un tableau d'objets. Ainsi, je peux passer un autre objet pour créer un autre tag. Je vais faire la backend. Donc là, notre post sera créé en même temps que deux tags, dev et backend. Et les deux tags seront liés à notre post. Donc, ici, ça c'est la syntaxe pour créer automatiquement, pour créer plusieurs ressources. Mais il y a aussi un autre moyen, une autre manière de faire, c'est avec le create menu. Donc, par exemple, si je veux, supposons que on veut aussi créer en même temps que le post et les commentaires liés au post une fois. Donc, ici, je peux faire ceci, create menu. Ici, la syntaxe est différente, on va passer un data et ici, je passe mon tableau d'objets. Je mets content et je passe le auto IG. Là, ce sont les deux paramètres qui sont, les deux propriétés qui sont requises. Donc, ici aussi, je peux passer comme ça un autre objet. Ok. Donc, le create menu permet lui de créer plusieurs ressources. Le create, lui, on peut passer soit une ressource, soit un tableau de ressources pour créer respectivement une ou bien plusieurs ressources. La différence entre les deux, c'est que vous l'aurez vu ici, quand j'écris create, là, je n'ai pas l'autocomplétion pour le create menu. Parce que le create menu, lui, il est uniquement valable pour les relations 1 à plusieurs. Donc, il ne peut pas être utilisé pour créer plusieurs ressources dans les relations plusieurs à plusieurs. Donc, si vous vous rappelez de notre schéma, la relation entre les postes et les tags, c'est une relation de type plusieurs à plusieurs. Et le create menu, lui, ne permet pas de gérer ce type de relation. Donc, lui, c'est un moyen, il est plutôt utilisé pour des trucs simples comme 1 à plusieurs. Parce que dans les relations plusieurs à plusieurs, c'est un peu complexe. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il y a une table de relations qui se place au milieu et le create menu ne peut pas gérer ce genre de relations. Donc, à la place, c'est le create on va utiliser. Mais le create, lui, peut être utilisé dans les deux cas, que ce soit dans le cas des relations 1 à plusieurs ou dans le cas des relations plusieurs à plusieurs. Donc, c'est juste ça la différence entre les deux. Ok, la seconde notion qu'on va voir ensemble, c'est comment connecter des ressources qui sont liées dans notre schéma. Donc là, par exemple, des commentaires, on sait que le commentaire, lui, il est lié à un post et à un auteur. Et tel qu'on a fait présentement, lorsqu'on crée un commentaire, on passe l'ID et l'auteur, et l'ID du post et l'ID de l'auteur auquel on va lier notre commentaire. Donc, et là, Prisma s'est chargé de le faire. Donc, ça peut paraître un peu, comment dire, ça peut paraître un peu abstrait. Une façon plus explicite de le faire serait comme ceci. Bon, déjà, je vais déstructurer
mon DTO pour récupérer l'ID de l'hôtel, l'ID du poste. Là, ici, je passe le payload et je vais ici connecter mon commentaire que je vais créer à un poste en particulier. Donc là, je passe la propriété poste et ici, je vais utiliser la propriété connect et là, préciser l'ID du poste auquel je veux le connecter. Donc là, je passe le post ID. Même chose avec l'auteur. Donc, j'utilise connect l'ID. Donc ici, je passe l'ID parce que c'est la clé primaire utilisée dans la relation pour pouvoir faire les connexions. Donc, clé primaire, clé étrangère. Donc, c'est un peu ça. Et vous voyez là, c'est un peu plus explicite que la syntaxe qu'on avait auparavant. Donc là, on voit clairement que notre commentaire, qui sera créé, sera connecté à ce post-ci, ce post ayant cet ID-ci et à cet auteur ayant cet ID-ci, c'est auteur ID. Donc ça, c'est un peu comme ça qu'on peut utiliser Connect. Une autre manière d'utiliser Connect, ce serait de passer un tableau. Donc au lieu de passer un objet, on pourrait passer un tableau. Donc là, je vais d'abord revenir à la syntaxe précédente. Donc, supposons que, par exemple, lorsqu'on update un post, donc si je viens ici dans post, lorsqu'on update un post, par exemple, on veut le connecter à une liste de commentaires. Donc, supposons qu'on a une liste de commentaires comme ça. Là, c'est juste article d'exemple. Je vais prendre un commentaire d'IG 1, 2 et 17 par exemple. Donc là, c'est nos trois commentaires qu'on veut lier à notre post. Donc là, je vais préciser ici comment et la valeur de connect. Au lieu de passer un objet, je vais passer un tableau d'objets que je vais créer à partir de cette liste de commentaires ici. Donc là, je vais faire comment IG map et passer ici un objet. Donc, vous voyez là, c'est une autre manière d'utiliser connect. Donc là, il va pas connecter à une ressource, mais à plusieurs ressources. Donc, notre post ici sera connecté aux trois commentaires listés ici, ayant les ID qui sont listés ici. Donc, ça, c'est une deuxième manière d'utiliser connect. Mais retenez que derrière, il va faire la connexion entre, entre notre ressource qu'on a en train de créer, bien qu'on a en train de mettre à jour, et celle qu'on va passer ici en valeur de la propriété connect. Donc, on va passer à une autre notion, c'est la connexion à la création. Donc, la prochaine notion qu'on va voir ensemble, c'est la connexion à la création. Comme son nom l'indique, elle va permettre soit de créer, soit de connecter une ressource à une autre. Donc, pour voir cela en pratique, on va revenir sur la création de nos postes. Donc, on va supposer que lors de la création de nos postes, on donne la possibilité de passer une liste de tags en optionnel. Et il s'agira tout simplement d'un tableau de tags, de chaîne de caractères en fait. Et lorsque ce tableau est fourni, lors de la transaction de création de notre poste, on va soit créer le tag s'il n'existe aucun tag de ce nom dans notre base de données, soit connecter ce nouveau poste à ce tag s'il existe déjà un tag de ce nom dans notre BD. Donc, pour ce faire, à ce niveau-ci, on va déjà effacer ce qu'on avait fait pour l'exemple précédent. Je vais déstructurer notre DTO pour récupérer notre tableau de tag. Je mets le reste dans une variable payload. Je passe le payload ici. Et maintenant, on va se placer sur nos tags. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va passer une propriété particulière qui s'appelle connect or create. Et si on va faire une chose, déjà, on va vérifier, on va se rassurer que notre tag existe. S'il n'existe pas, on passe on define tout simplement pour dire qu'on ne fait rien. Et s'il existe, on va passer un tableau qu'on va créer à partir de notre liste de tags. Donc, vous l'aurez bien compris, c'est pour créer plusieurs tags. Donc, on va déjà itérer sur notre tableau et créer un nouveau tableau à partir de là. Donc, pour chaque tag,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner un objet particulier. Donc, vu qu'il s'agit d'une opération particulière, la connexion, la création, donc il faut passer les informations pour les deux opérations. Donc, on va commencer avec la connexion. Donc, pour connecter déjà, on a dit il faut qu'on connecte à un tag qui existe déjà dans la BD et qui a le même nom que le tag sur lequel on est. Donc, pour cela, on va passer la propriété where qui permet de faire une sorte de recherche. On va rechercher par rapport dans notre table tag par rapport à l'attribut name et on va rechercher un tag qui porte le même nom que celui sur lequel on est dans notre tableau. Donc, maintenant, dans le cas où on ne trouve pas, dans le cas où on n'arrive pas à connecter à un tag qui existe déjà, on va essayer de le créer. Et pour ce faire, on va passer notre propriété qui s'appelle create. Et ici, elle accepte un objet avec les propriétés de la table à définir pour créer la ressource. Donc ici, on va juste passer le nom, c'est juste ce dont on a besoin pour créer notre tag. Et on passe le tag en fait sur lequel on a d'itérer. Donc, la syntaxe, je pense qu'elle est assez claire. Donc, déjà, on essaye d'abord de connecter à un tag en faisant une recherche par rapport au nom. Ici, n'existe pas, tout simplement, on crée. Donc, c'est un peu ce qui se passe ici. Donc, pour récapituler, on essaye de créer notre post. Et si notre tableau de tag est passé, alors, grâce à Connect to Create, on va faire ceci. Soit on connecte à un tag et un tag de même nom que celui sur lequel on était, soit on crée tout simplement le tag avec le nom sur lequel on était. Et si notre tableau de tag n'est pas passé, alors on ne fait rien. Donc, c'est ce qui va être exécuté. Donc, j'ai une erreur ici au niveau de update. Donc, déjà, on va essayer de tester cela. Mais avant, on va modifier ici. On va déstructurer aussi pour récupérer les tags. Et le reste, on va mettre dans la variable payload. Ok, on va vérifier que notre API tourne sans aucune erreur. Donc, on va ouvrir notre client API pour tester tout ça. Dans ce niveau-ci, je vais ajouter une nouvelle propriété tag. Je vais passer deux tags. Je vais appeler dev et c'est pas backend. Ici, je vais changer de type. Ok, je scène. Ok, vous voyez là, il m'a créé le post et directement il a créé les tags. J'ai même les informations par rapport aux tags. Si je réessaye un nouveau, je mets là par exemple deux. Si je vais mettre un tag qui existe déjà et un autre qui n'existe pas, normalement là je dois avoir l'ID 3 ici, dev et un nouveau. Ok, voilà. Donc là, il a repris le tag dev qui existait déjà, il a connecté à ce post-ci, il a créé un nouveau tag BD. Donc vous voyez que notre syntaxe est bien, elle marche parfaitement. On va passer à la prochaine notion. Donc, maintenant, on va voir comment mettre à jour des relations. Donc, pour ce faire, on va considérer l'exemple suivant. Supposons qu'on est dans notre service des postes, une méthode qui permet de modifier le commentaire d'un post en particulier. Donc, cette méthode, on l'appellerait update post comment et elle prendra en paramètre comme ça l'ID du post, l'ID du commentaire du post qui nous intéresse et le nouveau contenu du commentaire en question. Donc, l'implémentation de cette méthode ressemblerait à ça. Donc, grâce à Prisma, je me place sur la table des postes. Je fais un update direct. Là, je filtre et je récupère le poste qui nous intéresse grâce à son ID. Une fois le poste récupéré, je vais spécifier comme ça les propriétés à mettre à jour. Donc, dans Data, je me place directement au niveau de la relation avec les commentaires. Et ici, j'ai comme ça accès à la propriété update qui permet de modifier une ressource en particulier, dans le cas présent, un commentaire. Et update, il y a deux choses à préciser. C'est le where qui va permettre de filtrer comme ça dans tous les commentaires qui sont reliés au post sur lequel je suis.
Donc ici, on va prendre parmi ces commentaires celui dont on a l'ID. Et après, on va préciser aussi les champs à mettre à jour. Ce qui nous concerne ici, c'est juste le contenu du commentaire. OK. Donc là, c'est la syntaxe pour mettre à jour une ressource en particulier, une ressource, bien une relation. Donc la subtilité, c'est que le where, avec la propriété update, le where ici doit retourner une ressource ou plus en fait. Donc soit une ressource, soit aucune ressource. Si on retourne plusieurs ressources, on aura une erreur. Et pour mettre à jour plusieurs ressources, on utilise par le update. On a une autre propriété qui est disponible, c'est update mini. Donc là, on va voir cela tout de suite. Donc, pour ce cas, on va supposer que on veut créer une méthode qui permet de modifier plusieurs postes d'un utilisateur. Donc là, on va considérer qu'on veut particulièrement publier tous les postes d'un utilisateur qui ont le statut non publié. Donc là, on va appeler notre méthode publish or user post et elle prend en paramètre juste l'ID de l'utilisateur. Donc l'implémentation ressemble à ça. On se place sur la table user. On va faire un update. Donc, même chose, on récupère d'abord l'utilisateur qui nous intéresse. Une fois qu'on a l'utilisateur, on se place au niveau de la relation post. Et là, au lieu de faire un update, on va faire un update mini pour modifier plusieurs posts. Bon, la syntaxe est la même que pour l'update. Donc, c'est un where, on précise le filtre et les champs à modifier. Donc, ici, on va préciser le paramètre publish, on va le mettre à true. Et au niveau des filtres, on va filtrer tous les posts de l'utilisateur qui ne sont pas publiés, donc qui ont le paramètre publish à false. Donc la subtilité, en fait, c'est au niveau du filtre. Donc ici, avec le update mini, le filtre, lui, peut retourner plusieurs ressources. Donc, c'est un peu ça la différence avec le update. Ici, avec le update, il faut s'assurer que le filtre retourne au plus une ressource, alors qu'ici, il peut retourner plusieurs ressources. Donc, ça, c'est la différence à noter. Et c'est un peu comme ça qu'on utilise Prisma pour mettre à jour des relations. Donc, on va passer à la prochaine notion. Une fois tout ceci expliqué, on va maintenant voir comment déconnecter des relations. Donc, au tout début de la vidéo, on a vu comment connecter des relations. Donc, cette opération, c'est l'opération inverse. Donc, le principe, il est pratiquement le même, sauf dans le sens inverse. Donc, supposons que, par exemple, ici, à ce niveau-ci, lorsqu'on met à jour un post, qu'on veut, par exemple, déconnecter ce post-ci d'un commentaire en particulier. Donc, à ce niveau-ci, au niveau des data, on se place sur la relation avec les commentaires et là, à ce niveau, on a accès à la propriété disconnect qui, comme connect, demande de spécifier l'ID d'une ressource qu'on veut déconnecter à notre poste dans le cas présent. Donc ici, supposons que je passe l'ID 3. Donc il va faire comme ça, aller récupérer notre poste et parmi la liste des commentaires auxquels notre poste est lié, il va déconnecter le commentaire en l'ID 3. Il ne va pas le supprimer, il va tout simplement le déconnecter, ce qui fait que ce commentaire n'apparaîtra plus dans la liste des commentaires de ce poste-ci. Si on veut comme ça supprimer plusieurs commentaires d'un coup, je crois qu'on peut passer un tableau ici et spécifier comme ça des objets avec les ID des commentaires qu'on veut modifier. Et si on veut déconnecter tous les commentaires d'un coup ici, on fait ceci. Donc au lieu de disconnect, on fait set. Donc là, il va au niveau de ce poste-ci retirer tous les commentaires qui lui sont liés. Donc notre poste n'aura plus de commentaires après cette opération-ci. Donc ça, c'est pour la déconnexion. Donc je vais supprimer ceci pour éviter de déconnecter tous les commentaires de notre poste. Donc on va passer à la prochaine opération qui est la suppression. Donc pour supprimer les ressources, on a accès à deux propriétés delete et delete mini, tout comme la création et la mise à jour. Donc là, le principe est le même. On va tout d'abord chercher à récupérer la ressource qui nous intéresse et au niveau de ces relations, on a accès à
deux propriétés, delete et delete many. Donc, ici, on va supposer qu'on veut supprimer un ou plusieurs commentaires d'un post en particulier. Donc, pour préciser, si on est dans le cas où on veut supprimer un seul commentaire, on peut utiliser le delete. Et là, on précise un attribut qui permet de retrouver un commentaire de manière unique. Donc là, en l'occurrence, on va choisir l'ID. Et si on passe par exemple l'ID 3, ici, il va venir dans la liste des commentaires liés à notre post, il va venir supprimer le commentaire d'ID 3 s'il existe. Donc, ici, à la différence du disconnect, il ne va pas simplement déconnecter les deux, il va déconnecter et il va aller supprimer le commentaire dans la table commentaire. Donc, même en dehors du fait que le commentaire n'est plus lié au post, il n'est plus accessible complètement. Donc là, c'est pour la suppression d'une ressource. Si on veut supprimer plusieurs ressources, on fait delete many. Et ici, on peut passer un tableau avec des objets comme ça qui permettent d'identifier les commentaires de manière unique. Ou bien, si on veut supprimer tout d'un coup, on passe tout simplement là un objet vide. Donc là, il va aller dans la liste des commentaires, il y a notre post, tout supprimer ces commentaires-là. Donc, ça à utiliser avec beaucoup de précautions. Donc, là, on vient à peu près de faire le tour des opérations qui permettent de modifier nos relations. Et ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on peut combiner tout ce qu'on vient de voir pour faire des opérations complexes. Donc là, on va essayer un cas avec la mise à jour de nos posts. Donc, comme on l'a vu avec la création, on a donné la possibilité au niveau de notre GTO de passer une série de tags. Mais avec la création, c'était un peu différent puisqu'on partait sur une base vierge, on créait un nouveau post et on pouvait comme ça connecter ou créer les tags à notre post selon que les tags existent en vidéo ou pas. Alors qu'avec la mise à jour, on passe sur un post qui a déjà des tags auxquels il est connecté. Donc, on ne peut pas faire du n'importe quoi. Bon, il y a plusieurs manières d'aborder le problème, mais la manière qu'on va ici mettre en pratique, c'est la suivante. Dans un premier temps, on va d'abord utiliser disconnect pour déconnecter tous les tags qui sont liés à notre poste. Et comme ça, on va partir sur une base vierge dont notre poste n'aura plus aucun tag auquel il est lié. Et alors maintenant, après cela, on va utiliser la même méthode qu'on a utilisée ici, le connector create pour soit connecter ou créer nos tags. Donc, dans un premier temps, on va utiliser disconnect comme je l'ai dit. Donc, update, on va faire ceci. On se place sur la relation avec les tags. Le même principe, on va d'abord se rassurer que nos tags existent. S'ils n'existent pas, on va define. Donc, si nos tags existent, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord un set. On passe un tableau vide. Donc, si vous vous rappelez, ça c'est pour déconnecter tous les tags qui sont liés à notre poste. Donc, déconnecter tout. Une fois ceci fait, on va utiliser le même principe que pour la création de nos postes avec le create, le connect or create. Donc ici, on va faire une boucle sur notre tableau de tags pour créer un nouveau tableau. Et connect or create, si vous vous rappelez, on a d'abord passé un paramètre ouais, pour la connexion, l'opération de connexion dans la mesure où on a un tag dans notre liste, dans notre table de tags qui a le même nom que le tag sur lequel on est en train de boucler. Et après, dans le cas où on veut y créer notre tag, on passe tout simplement le nom du tag en question. Donc là, c'est un peu un exemple d'opération complexe avec l'utilisation de deux opérations de modification des relations. Dans un premier temps, on met à zéro nos tags par rapport à ce poste-ci. Donc, on efface toutes les connexions, tous les tags auxquels ce poste est connecté. Et après, on utilise la logique du create or connect. Ok, la dernière notion que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, c'est la notion de pagination. Donc, c'est une notion très essentielle lorsqu'on veut lister comme ça une grande quantité de données. Donc, si on prend l'exemple de nos posts, si on veut lister tous nos posts et que bien, on se retrouve avec une base de données qui a plus de 500-800 postes, ça peut être très vite gourmand. Donc, il est important de noter qu'avec Prisma, il y a deux types de pagination qu'on peut faire. C'est la pagination basée sur offset et la pagination basée sur curseur.
Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser juste au premier type de pagination, la pagination basée sur offset. Donc, pour vous montrer à quoi ressemble le principe de base, supposons qu'on veut récupérer comme ça tous nos posts ici, comme je l'ai dit tantôt. Mais si la liste de nos posts est très énorme, ça va consommer beaucoup de ressources au niveau du serveur. Et donc, une méthode serait de les récupérer par bloc. Et avec la pagination basée sur offset, ça ressemblera à ça. Donc, on va récupérer nos posts par bloc de 10 dans ce cas-ci. On va appeler ces blocs pages si vous voulez. Et la page 1 comme ça, pour la récupérer, ce sera les 10 premiers posts. Donc avec Prisma, on fait un file minutieux de posts. On récupère les 10 premiers posts. Le texte ici va définir en fait la limite, bien la taille de nos pages, de nos blocs de posts qu'on va récupérer. Et maintenant, grâce au skip, qui ici fait référence à l'offset, tout le type de nom de la technique de pagination basée sur offset, il va définir ici la taille du décalage, le nombre d'éléments à sauter dans notre BD. Donc pour la page 1, bien évidemment, on ne va sauter aucun élément. On va commencer à partir du début, à partir de 0. Et on prend les 10 premiers. Pour la page 2, on va comme ça prendre 10 éléments, mais cette fois-ci, on saute les 10 premiers. Et pour la page 3, on prend 10 éléments et on saute les 20 premiers, ainsi de suite. C'est ce qu'on récupère tous nos éléments et qu'il n'y ait plus rien à la fin. Donc on a récupéré tous nos éléments par bloc de 10 dans cet exemple ici. Donc, pour mettre cela en pratique, vous comprendrez qu'il va nous falloir déjà en paramètre connaître la taille de nos blocs, la taille de nos pages. Donc, on va comme ça demander à l'utilisateur qui fait la requête combien d'éléments tu veux récupérer par bloc. Et après, on va lui demander le saut, donc quelle est la taille du saut à effectuer. Donc, on va comme ça pour cela définir un DTO. On va l'appeler query post TTO.ts. Donc ici, on va définir la classe qui va représenter le format de notre requête. Donc on va dire il faut la limite, c'est-à-dire la limite ici va représenter la taille de nos blocs. Ce sera un nombre. On va dire par défaut c'est 10. Et il faut la page. Donc quelle page est-ce que tu veux récupérer? Donc c'est un nombre aussi. Par défaut, c'est la première page qu'on veut récupérer. Bon, on va aussi définir une classe particulière qui va représenter le format de retour de notre méthode ici, find all. Donc, en plus de retourner la liste des postes, ici c'est une liste, la liste des postes, elle va retourner un certain nombre d'informations qui va permettre au front-end de pouvoir se repérer lorsqu'il va vouloir comme ça naviguer dans les différents blocs. Donc, savoir est-ce que je suis à la page 1, est-ce que je peux passer à la page 3. Est-ce qu'il y a une page après la page 1 ou bien la page 2. Si je veux revenir en arrière, est-ce que je peux revenir en arrière et tout. Donc, ces informations vont permettre comme ça au front de naviguer pour pouvoir récupérer nos postes par bloc. Donc, d'où l'intérêt de ceci. Ok, une fois ceci fait, on va modifier notre contrôleur. Donc, déjà, on va récupérer les query param. Donc, comme c'est une requête get, on peut pas récupérer le payload. Donc, on n'a pas de payload. Donc, à la requête en get, on va préciser toutes ces informations dans l'URL. Et pour récupérer cela, on utilise le arrobas query de next. Donc, on va nommer cela query et le type, on l'a déjà. Désolé. C'est le type ici. Je l'importe. Et cette query ici, on va passer à notre méthode. On va mettre à jour notre méthode. Prendre ça en paramètre. N'importe. Et on définit quoi le type de retour. On a dit c'est ok.
Donc, une fois ceci fait, on va d'abord déstructurer notre query qu'on occupe en paramètre pour récupérer la limite. Voici, on va encore définir la valeur par défaut et la page que l'utilisateur veut. Une fois qu'on a ceci, on va calculer notre offset. Bon, le calcul, il est simple. On fait page -1 multiplié par la limite. Donc, si vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure, si on veut la page numéro 1, l'offset, bien le décalage sera de 0. Si on veut la page numéro 2, le décalage sera de 10, en l'occurrence, la limite est 10. Si on veut la page numéro 3, le décalage sera de 20. Donc, si vous faites le calcul, vous allez voir que on a bien cette valeur-là. La page numéro 1, ça fait 1 moins 1, 0, multiplié par 10, ça fait 0. La page numéro 2, ça fait 2 moins 1, 1 multiplié par 10, ça fait 10. La page numéro 3, ici, ça fait 20. Donc, vous voyez que l'offset, c'est la formule pour calculer l'offset. Ici, dans l'empressement, on passe le tick pour définir la taille de nos blocs. Si ça correspond au paramètre limite et le skip qui lui définit l'offset. Ok. Le type de retour, puisqu'il a changé, on va d'abord stocker ceci dans la variable post. Ensuite, on va faire return. Déjà dans data, on passe nos postes. Maintenant, il ne reste plus qu'à chercher comment définir nos métadonnées. Donc, on a dit, on a besoin du total. Donc, pour le moment, je vais mettre les valeurs fictives et je vais mettre 12 ici. On a besoin de la page sur laquelle on est. Bon, là, c'est facile. On a déjà ces pages. On a besoin de la dernière page. Ici, je vais mettre un nombre aussi fictif. Après, on va le calculer. On a besoin de savoir s'il y a une page avant celle qu'on vient de récupérer. Je vais mettre aussi un nombre fictif. On a besoin s'il y a une page après. Si je vais mettre une... Non, ici, c'est pas censé être un numéro, c'est censé être des booléens. Ces deux derniers paramètres ici. Ici, je vais juste mettre true. Ici aussi true. Bon, pour savoir si on a... Bon, on va commencer par le total. Le total, on a dit, on peut compter le nombre d'éléments d'une table avec Prisma sans toutefois faire la requête. Sans toutefois récupérer tous les éléments en fait. Bon, le total ici, je vais faire une requête pour... Donc, je vais pouvoir la voir grâce à Prisma. Je me place sur la table et je fais simplement count. Donc là, j'ai le nombre total de postes dans ma BD sans toutefois récupérer tous les postes en fait. Donc ici, je peux passer directement total. Non, il manque le héroïne. Ici, ok. La dernière page, c'est un calcul qu'on peut faire. Donc, tout simplement, on va récupérer le total divisé par la limite. Et au cas où c'est un nombre décimal, on va récupérer la valeur. Là, on va faire l'arrondi par défaut. Ok. Donc là, c'est pour connaître la dernière page. Maintenant, pour connaître ici, par rapport à la page qu'on vient de récupérer, est-ce qu'on a une page précédente? C'est tout simplement savoir si la page actuelle est supérieure à la première page. Donc, si on est déjà au-delà de la première page, c'est logique qu'on ait une page précédente. Et pareil, pour savoir si on a une page suivante, il faut qu'on soit en dessous de la dernière page. Dans la dernière page, la voici. Il faut que page soit, si c'est supérieur, si c'est inférieur. Ok. Si on ouvre notre client API pour tester tout cela, donc au niveau de notre route pour récupérer tous les postes, si on envoie la requête, donc voici ce qu'on a. Déjà, on a notre format qui est bien respecté, data, qui contient la liste de nos postes, et après on a cet objet méta pour renseigner sur la pagination. Donc voilà, le total, c'est le nombre de postes qu'on a, 9 postes. On est sur la page 1.
par défaut, ici, on n'a défini aucun paramètre. La dernière page, c'est 1. Ici, on n'a aucune page précédente, aucune page suivante. Ça, c'est normal, c'est parce que par défaut, comme on l'a dit, la limite, bien, la taille de notre page, c'est 10. Et vu qu'on a seulement 9 éléments, donc là, normalement, on a tout récupéré en fait. Si je veux modifier cela et passer la page et la limite, donc si je mets la limite à 10, et on va, j'ai une erreur. Ok, c'est par rapport au chip. Je vais modifier ici. Bon, par défaut, les chips sont envoyés sous forme de d'entier et non sous forme de nombre. C'est à nous de faire. Donc, si je vais pas passer, je vais faire fixer rapide là. Ah, ici, ça fout le bordel. Si je fais ça, je fais plus, limite plus. Si je mets plus. Oui, si on va castrer, ça c'est pas conseillé, mais juste pour cet exemple ici, on va faire comme ça. Ça va plus ici. Ok, si enregistre, je retente. Ok. Vous voyez ici, là maintenant, on a deux pages. Last page to, last next page. Ici, c'est trop. Donc, effectivement, il y a une page suivante après celle-ci. Il m'a envoyé 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Alors qu'on a 9. Donc, il manque 4. Si je passe à 2 ici pour la deuxième page, toujours avec une pagination de 5 éléments. Là, il m'a envoyé les 4 derniers. On est sur la page numéro 2. Et sur la dernière page, on a une page précédente et on n'a plus de page suivante. Donc là, effectivement, on est sur la dernière page. Donc, vous voyez, notre pagination marche bien. C'est par groupe de 2 éléments. Ouais, là j'ai 5 pages en fait. Je suis sur la deuxième. J'ai une page précédente et une page suivante. Donc, je peux passer les 5 pages. Donc, je peux aller jusqu'à 5. Et voici même mes recettes ici. Eh bien, il ne m'envoie rien. OK. Donc, notre pagination fonctionne très bien. Mais il y a un élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est ceci. Le fait qu'on fasse deux requêtes comme ça pour pouvoir construire notre réponse. Et bien sûr, une échoue, ça peut être problématique. C'est ça qui va nous amener maintenant à la prochaine notion, c'est la notion de transaction. Donc, les transactions avec Prisma vont permettre de regrouper nos requêtes et le succès ou bien l'échec de toutes les requêtes du groupe sera dépendant du succès ou bien de l'échec de chacune des requêtes. C'est-à-dire, si une requête échoue, alors toutes les requêtes du groupe, on considère qu'elles ont échoué et donc on n'effectue aucune des requêtes, on revient à l'état initial. Et si toutes les requêtes passent, alors on valide la transaction et toutes les requêtes, tous les changements effectués par les requêtes sont effectués, sont validés en fait. Donc, c'est un peu ce qui est utilisé par comment on appelle ça, par les create mini, les delete mini, les update mini et tout. Donc, vous voyez ici, nous allons sur update mini. D'abord, il y a une première requête qui permet de récupérer le user qui nous intéresse. Après, on fait update mini sur les posts qui sont liés au user. Donc, voilà, c'est plusieurs requêtes qui sont effectuées. Par derrière, toutes ces requêtes sont mis dans une seule transaction. Donc, si une ou bien une des requêtes échoue, alors toute la transaction est annulée et on roll back en fait. On revient à l'état initial et on n'effectue aucune des requêtes de la transaction. Par contre, si tout se passe bien et que toutes les requêtes passent, alors la transaction est validée et tous les changements sont effectués. Maintenant, pour faire ça avec Prisma de manière volontaire, de manière explicite, revenir sur le find all. Donc, ça ressemble à ça. On déjà utilisé notre client Prisma et ici on a accès à cette fonction ici $transaction. Donc, il y a deux manières de l'utiliser. Soit on passe un tableau de requête, soit on passe un callback qui va retourner un résultat précis. Donc ici on peut définir de manière synchrone et il prend en paramètre notre client Prisma.
Donc, on va d'abord regarder la première façon de l'utiliser, c'est via le tableau et y retenir bien évidemment un résultat sous forme de tableau. Dans notre tableau ici, il va concerner les différents requêtes de notre transaction. Donc, pas besoin de mettre await. Donc, par exemple, on peut avoir cette requête-ci pour récupérer les postes suivi de la requête pour compter les postes, tous les postes de notre table poste. Et maintenant, dans le retour, dans le tableau de retour, on aura comme ça les résultats de chacune des requêtes dans l'ordre renseigné ici. Donc, premièrement, ici, on aura nos postes. Ensuite, on aura notre total. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on vient de faire, mais sous forme de transaction. Donc, ça, c'est un peu plus safe, c'est un peu plus sécurisant dans la mesure où si une de ces requêtes échoue, alors on aura une erreur et en fait, aucune d'elles ne sera effectuée. Bon, dans le try catch, on va capturer cette erreur-ci. Donc, si je relance, vous allez voir le résultat, il reste le même. Je vais couper mon serveur et le relancer. Ok. Si je mets 3. Ok. Donc, la deuxième méthode maintenant pour faire les transactions, comme on l'a dit, au lieu de passer le tableau, bon, si je fais ça, on va passer le callback. On va le rendre asynchrone. Et ici, il nous renvoie une sorte d'instance de Prisma. Ici, on va avoir un seul résultat. Ce sera plus un tableau. Tout d'abord, on prend la première requête. Ce sera la liste de nos postes. Wait. OK. Ensuite, on prend le total. Si je vais d'abord prendre la poste, le total. Je vais retourner un objet avec le poste et le total. Si je fais isole.post, isole.total. Okay. Donc la deuxième méthode de transaction, comme on a dit, elle prend en paramètre ici un callback qui va tout simplement définir à l'intérieur duquel on pourra faire toutes nos requêtes et à la fin retourner un résultat. Et si l'une des requêtes ici échoue, alors notre transaction n'est pas validée et on revient, en fait, on n'effectue aucune requête dans la transaction. Donc cette deuxième méthode, elle est un peu plus euh, elle donne un peu plus de flexibilité dans la mesure où on peut faire plus de traitements. Alors qu'avec le tableau, il faut juste passer nos requêtes à la chaîne. Et ouais, donc là, c'est utile si vraiment vous avez des requêtes simples. Alors qu'avec cette façon de faire ici, vous pouvez faire récupérer les données, faire les traitements, faire plusieurs requêtes à la suite et tout. Donc c'est à vous de choisir, mais sinon le résultat à la fin, il reste le même. Donc, on a toujours la sécurité liée aux transactions. C'est ce que je voulais vous montrer, les deux manières de faire les transactions. Et bien voilà. Donc, comme promis en début de vidéo, on va voir comment utiliser Prisma pour gagner du temps et éviter dans certains cas de faire des requêtes inutiles. Donc, pour vous mettre un peu en situation, supposons que lors de la création de notre poste, au niveau des DTO, au niveau du payload, du contenu de la requête, on passe comme ça à la propriété author ID, l'ID d'un auteur, d'un utilisateur qui n'existe pas en BD. Donc, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas? Donc, si j'envoie la requête, par exemple, là, avec un auteur ID de 89, voilà, j'ai tout simplement eu une erreur qui me dit, un message d'erreur qui me dit qu'il y a une erreur lors de la création du poste. Donc, ce message, il est un peu générique parce qu'il veut tout dire rien à la fois. On ne sait pas exactement quelle est la cause précise de l'erreur. Donc, une solution serait dans un premier temps, de vérifier que
l'utilisateur qui était passé comme auteur pour le post existe avant de faire la requête de création du post. Donc, à quoi ça ressemblerait? Donc, dans notre service post, dans un premier temps, on va essayer de récupérer l'auteur grâce à l'ID qui nous a été passé. Je fais un find unique. Il est ici. Ouais. ID. Ok. Donc là, je suis censé avoir mon auteur. Je vais tout simplement mettre une condition ici. S'il n'existe pas, alors je renvoie une erreur là qui sera plus explicite. Alors je vais renvoyer une erreur 404. Je vais me servir de la note found exception fournie par Prisma. Et là, je dis tout simplement auteur note found. Donc, pour éviter, bon, puisqu'on se trouve dans un try catch, pour éviter que mon erreur, parce que là, si on exécute, on aura toujours la même erreur qui est celle renvoyée dans le catch. Donc, pour se rassurer que mon erreur elle est propagée et non écrasée par celle renvoyée par le catch, je vais ici ajouter une condition. Je vais dire tout simplement si mon erreur c'est du type HTTP exception. HTTP exception, c'est comme ça la classe parente qui est utilisée pour générer tous ces erreurs ici, ces erreurs fournies par Prisma, les Internet Server Error, les not found et tout le reste. Donc, toutes ces erreurs ici héritent de la classe HTTP exception. Donc, on va dire que si dans notre code, dans notre try ici, on a capturé une erreur connue, donc une erreur qui a été renvoyée par nous, alors on va là tout simplement, ne l'écrase pas. Ok, et là je vais réessayer. Donc là j'ai un message un peu plus explicite qui me dit ici que la requête a échoué parce que l'auteur qui a été fourni n'a pas été trouvé et c'est bien 404 exception. Donc la solution qu'on a implémentée, elle marche, mais elle n'est pas très efficiente dans la mesure où on fait plusieurs requêtes pour finalement faire notre opération de création de poste. Donc, ça veut dire que si on prend par exemple le cas du commentaire, lors de la création d'un commentaire, on passe ici deux ID pour les relations que possède notre commentaire, c'est-à-dire la relation avec le post et l'auteur du commentaire. Donc, si on doit suivre la même logique, ça veut dire qu'ici, on doit faire deux requêtes avant de faire la troisième requête pour la création du commentaire. La première serait de vérifier d'abord que l'auteur qui est passé existe, sinon on renvoie une erreur conséquente. La deuxième serait de vérifier que le post auquel on veut rattacher notre commentaire, il existe aussi. Donc, c'est pas très efficace. Une façon de faire cela avec Prisma serait d'utiliser, parce que Prisma, lui, il génère des erreurs spécifiques qui peuvent être utilisées pour gérer ces, ces cas-là. Donc, si vous allez sur la documentation de Prisma, alors je suis sur le site officiel de Prisma, et dans la documentation, vous recherchez la handling exception and error. Vous allez voir là, on a un petit exemple qui montre comment gérer les erreurs avec Prisma. Donc là, on a un petit modèle user qui définit ici un email qui est unique. Et lors de la création du user, on ne va pas faire d'abord une première requête pour se rassurer qu'on a un user avec un email qui existait déjà. Parce que si on crée une user, on passe l'email. On va faire, si on devrait suivre la logique qu'on a mis en place précédemment, il faudrait faire une requête d'abord pour se rassurer qu'on n'a pas déjà un utilisateur avec cet email ici. Mais avec Prisma, on vous dit que vous pouvez faire votre requête de création. Et maintenant, au niveau du catch, vous pouvez accéder à certaines erreurs envoyées par Prisma pour le cas où vous avez une erreur ici qui est liée au fait que l'utilisateur que vous essayez de créer, en fait, cet email est déjà pris. Donc, vous n'avez pas besoin de faire une deuxième requête. Prisma vous donne cette info aussi. Donc, vous allez voir là, vous capturez l'erreur et vous dites, vous rassurez que c'est une instance de Prisma Client No Request Error. Là, c'est un type d'erreur, tout comme ces types d'erreurs ici qu'on avait, c'est HTTP exception. Donc, Prisma aussi a une catégorie d'erreur qu'il appelle Prisma Client No Request Error.
Et dans cette catégorie d'erreurs-là, on a plusieurs erreurs qui sont reconnues principalement par leur code d'erreur. Donc, on a l'erreur ici, la P2002, qui est une erreur liée en fait aux contraintes d'unicité sur nos tables. Donc, vous pouvez avoir la liste des erreurs ici en air code. Donc, si on recherche P2002, vous allez voir unique concern erreur. Donc, en fait, c'est une erreur qui survient lorsqu'on essaie de créer un enregistrement avec une clé unique qui a déjà été utilisée. Dans notre cas, ça sera par exemple lorsqu'on essaie d'enregistrer un utilisateur avec une adresse email qui a déjà été utilisée. Donc là, c'est une erreur qui est très courante. Une autre erreur qui est très courante, c'est celle-ci, la suivante, la P2003. Donc là, c'est une erreur qui se produit lorsqu'on essaie de créer, de modifier ou alors de supprimer un enregistrement qui fait référence à un autre existant déjà. Donc, en gros, si on devrait revenir à notre contexte, ça signifierait tout simplement que, par exemple, si on essaie de créer un commentaire en passant l'ID d'un post qui n'existe pas, alors on aura cette erreur-là. Une autre erreur qui est aussi très connue, c'est la 2005, la P2005. Donc là, c'est une erreur qui se produit généralement lorsque Prisma n'a pas trouvé un enregistrement correspondant à une requête en fait. Alors que la requête qu'on fait suppose que euh, l'enregistrement en question il existe. Donc généralement là, c'est lors des updates. Donc quand vous faites un update, ouais, et tout. Donc vous supposez que l'enregistrement il existe, vous essayez de le modifier. Donc par exemple, chez nous, ce serait lors de la modification d'un post ou bien d'un tag en passant l'ID du tag ou passer un ID en fait qui n'existe pas. Donc, supposons que vous essayez de modifier un tag et vous passez l'ID 88 alors qu'il n'y a pas d'ID de tag ayant cet ID-là. Donc, si on devait revenir à notre exemple et changer notre manière de faire ici au niveau du create et utiliser celle presque par Prisma, ce sera tout simplement, et si je vais d'abord modifier la requête que je fais pour assurer que l'auteur qui est passé existe bien. Ici aussi, je vais supprimer ça. Je vais tout simplement faire if error instance of. On a dit, on va se rassurer que l'erreur fait partie des catégories d'erreurs connues par Prisma. Prisma no client request error. Donc, si on est sûr qu'on est dans cette catégorie-là, on va faire une deuxième vérification pour se rassurer qu'on est sur l'erreur P2003. Dans la l'erreur P2003, elle survient effectivement lorsque on essaie de créer ou de créer, de modifier ou de supprimer un enregistrement qui fait référence à un autre enregistrement existant. Et ici, on va supposer, si on essaie en fait de créer notre poste en faisant référence dans la requête à un auteur qui n'existe pas ou bien qui est protégé, alors on aura cette erreur ici avec le code P2003. Donc ici, on va tout simplement envoyer notre reception. Pour être sûr, bon, là, vous allez voir, on va regarder les logs, vous allez voir un peu mieux ce que je suis en train de dire. Si vous n'êtes pas vraiment sûr du code d'erreur, là ça marche. Vous pouvez simplement faire le console log comme j'ai fait ici et vous inspectez les logs. Vous allez voir là, vous voyez, on a bien évidemment le type d'erreur, le Prisma Client No Request Error. Et juste en bas là, vous avez le code, c'est bien le P2003. Donc, dans un premier temps, vous pouvez juste faire un console log, voir le code et ensuite affiner votre retour d'erreur. Donc là, vous voyez qu'on a bien capturé le bon code d'erreur, le bon type d'erreur. Et on a retourné un message approprié. Ok, on va continuer avec les autres cas. Là, on va se placer par exemple au niveau de l'update d'un post. Ici aussi, pareil, on pourrait essayer d'update un post dont l'ID qui nous est fourni ne correspond à aucun post dans notre base de données. Donc, par exemple, ici, si je fais update post by ID, je passe ici. Je sais pas, l'ID 100, sachant que je n'ai pas de post de cet ID dans notre BD.
Ici aussi, j'ai une erreur en inspectant les logs. Vous voyez, j'ai une erreur là et c'est toujours un client, un Prisma client no request error. Cette fois-ci, c'est le code 2025 comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ici, on va faire la même chose. On va d'abord se rassurer qu'on est bien dans le groupe d'erreurs connues par Prisma. Et si c'est une erreur P 2025, alors là, on est sûr que on essaie en fait de modifier un poste dont l'ID ne correspond à aucun poste dans notre BD. Donc là, on va tout simplement envoyer une note form reception. Disant post note form. Ici, vous pouvez bien dire post with ID tel note form. C'est là, c'est un peu plus descriptif. Là, oui, on pourrait dire ça. Là, ça permettra à l'utilisateur de voir l'ID. Parce que quand je poste note form, il peut ne pas comprendre pourquoi. En disant post with ID tel, il pourrait comprendre effectivement qu'il a passé le mauvais ID. ID plateforme. Donc là, on lui montre effectivement que l'ID qu'on a reçu ne correspond à aucun poste. Ça pourrait être une erreur de frappe et tout. Donc là, l'erreur est bien spécifique. Donc, l'autre type d'erreur, l'erreur 2002, qui concerne les contraintes, les erreurs sur les contraintes d'unicité. Donc là, ça peut concerner les utilisateurs parce qu'on a dit on a une contrainte d'unicité sur les emails de nos users. Donc ici aussi, on pourra avoir cette erreur là lorsqu'on essaie de créer un user avec une adresse email qui est déjà prise. Donc pour gérer cette erreur, sans toutefois faire une requête au préalable pour se rassurer qu'on n'est pas une utilisateur de cette adresse email là. Donc on va utiliser la même technique. On va se rassurer qu'on se trouve bien dans le groupe d'erreurs connu de Prisma. Si c'est le cas, on se rassure en plus qu'on a une erreur P 2002. Et là, alors, on renvoie. Cette fois-ci, ce sera une erreur 409 conflict exception. User with this email already exists. Ok. Donc, si on fait un test, user, on a déjà ce user, si je réessaye encore. 409 user with this email already exists. Ok. Donc, tout est bien géré. Bon, là, on pourra regarder nos logs pour plus de sûreté. Vous voyez que c'est bien l'erreur P2002 qui est envoyé. Donc là, c'est un peu en gros comment gérer les erreurs avec Prisma. Donc, vous voyez que ça vous évite de faire des requêtes inutiles en quelque sorte pour vérifier certaines contraintes. Donc, j'espère que cela vous aura plu. Donc là, c'est un peu comment utiliser Prisma pour gérer les erreurs qui peuvent survenir par rapport à votre modèle. Donc, les erreurs qui peuvent potentiellement être liées à des contraintes d'unicité, aux relations et tout, sans toutefois faire des requêtes au préalable pour vérifier que toutes ces contraintes sont respectées. Donc, ça vous permet de gagner en temps et surtout en performance dans la mesure où vous ne faites pas plusieurs requêtes. Donc, nous sommes comme ça arrivés au terme de cette vidéo. Nous avons vu ensemble quelques opérations avancées avec Prisma, notamment les opérations sur les ressources. On a vu comment, depuis une ressource donnée, comment interagir, comment modifier ses relations. On a vu notamment comment
faire des connexions avec les relations d'une ressource, comment faire des déconnexions, comment créer, comment mettre à jour, comment supprimer. Et à la fin, on a vu comment grouper nos requêtes sous forme de transactions, ainsi que la technique de pagination qui est utilisée pour renvoyer de gros volumes de données, mais sous forme de blocs, afin d'éviter de surcharger le serveur. Donc, si la vidéo vous a plu, si vous aimez aussi la série de vidéos sur Prisma, n'hésitez pas à liker, dites-moi en commentaire s'il y a des notions que vous aimeriez savoir. Bien sûr, c'est pas toutes les notions sur Prisma. Prisma est tellement large. Mais là, j'ai essayé de vous montrer les plus importantes. Après, à partir de ça, vous avez de bonnes bases. Le reste, vous pourrez lire la documentation facilement et vous retrouver. Donc, je vous dis à plus dans les prochaines vidéos.